Nous sommes avec Monsieur Cohen pour les non-alignés. Donc Monsieur Cohen, vous nous avez fait une conférence sur le sujet des Arabes israéliens. Vous avez parlé à propos des Arabes israéliens de leur non-existence en Israël. Est-ce que vous pouvez redévelopper peut-être ce point-là pour nous? Oui, en fait, les Arabes représentent 20% de la population, donc ils sont quand même une proportion importante, 1,5 million. Et on a l'impression quand on vit en Israël, c'est-à-dire le système fait tout pour qu'ils n'apparaissent pas dans la société. C'est-à-dire pour qu'on ait l'impression qu'ils n'existent pas dans la société. On sait qu'ils existent. Il y a des villes arabes. Et il y a des Arabes qui vivent dans des villes juives. Mais en fait, la société, culturellement parlant, politiquement parlant, la télévision, le cinéma, le commerce, vous allez dans un centre commercial à la plage, etc. Toute la vie est centrée sur le fait que les Arabes israéliens sont marginalisés. D'abord, il y a un fait très important, c'est que les Arabes n'étudient pas dans les mêmes écoles que les Juifs, déjà d'une part. Deuxièmement, les Arabes, on a fait en sorte qu'ils n'habitent pas dans les mêmes immeubles que les Juifs. Et donc on les pousse vers une sorte de périphérie insalubre, et donc physique, et en même temps, on n'a pas l'impression, par exemple en France, on sait qu'on va voir un film, on participe à n'importe quelle activité, on sait qu'il y a des immigrés, enfin des Français d'origine étrangère. Et là-bas, on peut avoir l'impression, pendant des années, on n'a pas l'impression qu'il y a des Arabes. Ils n'existent pas. Voilà. On a fait en sorte, j'appelle ça l'invisibilité, c'est-à-dire on les a rendus invisibles. Pas totalement, bien sûr, enfin hélas peut-être pour le gouvernement israélien, mais suffisamment pour que la société paraisse homogène et paraisse une société juive. Vous avez parlé aussi de la grande différence, enfin de l'évolution interne de la vie en Israël, oui, depuis les années 60 ou 70. Est-ce que vous-même, ce que vous avez vécu en Israël? Non, non, j'ai été souvent, oui, à plusieurs reprises. J'ai passé des périodes de 2-3 mois, je parlais la langue, enfin assez suffisamment pour comprendre. J'ai toute ma famille, c'est-à-dire au sens large du terme, frères, sœurs, etc. Et donc je connais assez intimement le pays, mais j'ai jamais vraiment vécu, c'est-à-dire en tant que citoyen. Donc, quels sont ces changements que vous avez? En fait, bon, il y a plusieurs types de changements. Il y a d'abord un changement politique, c'est-à-dire que les premiers pionniers israéliens, on les appelle les pionniers parce que c'était des gens qui allaient fonder des kibbutzim et qui allaient entreprendre ouvrir de nouvelles agglomérations, etc. On les appelait des pionniers, étaient tous athées, étaient idéologiquement engagés, marxistes, socialistes, communistes. Et puis cette élite, comment dire, politique a gouverné le pays pendant les années 50 et 60. Et elle a gouverné le pays dans un sens très égalitaire, très laïque. Et petit à petit, à partir des années 70, probablement, il y a plusieurs phénomènes qui sont venus interférer. Il y a d'abord la société israélienne est passée de plus en plus de la gauche vers la droite. Aujourd'hui, même le Parti travailliste, il est quasiment, enfin, il est devenu la 3e ou 4e force du pays et il n'a plus de gauche que le nom. Donc les partis qui ont le vent en poupe sont les partis de droite. Il y a des partis théocratiques, donc extrémistes, qui ont vraiment à ce moment vraiment le vent, des partis religieux et des partis mystiques qui ne sont pas religieux mais qui adoptent l'idéologie coloniale, expansionniste, etc. Donc il y a cette évolution de la société vers une plus grande droitisation, vers une plus grande fascisation et vers un capitalisme de plus en plus sauvage. La société israélienne était très connue dans les années 50 et 60 comme une des sociétés les plus égalitaires du monde. Le Premier ministre gagnait 3 fois le SMIC. Il n'y avait pas de millionnaires, par exemple. Donc aujourd'hui, parmi les pays de l'OCDE,
Israël est le pays où les inégalités sont les plus fortes, parmi les 35 pays. 25% des enfants ne mangent pas à leur faim, etc. Donc il y a vraiment, c'est un pays qui est devenu presque une jungle sur le plan capitaliste et sur le plan de politique, de la corruption. Et c'est tout ce changement, évidemment, s'est fait progressivement, et la colonisation, l'occupation n'y sont pas étrangères. Et pourtant, beaucoup de juifs qui sont en France continuent de projeter le mythe qu'Israël serait un pays, par exemple, souvent quand leur situation est mauvaise en France, ils rêvent d'Israël. À quoi c'est dû selon vous? C'est réaliste ou d'où ça vient? Vous savez, les chefs de la communauté, les dirigeants communautaires ont toujours cherché à envoyer quelques pauvres, quelques juifs pour habiter en Israël. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant à Paris en 1969, j'étais allé demander une aide de la communauté, une aide financière, parce que j'avais des problèmes. On m'a dit, on n'a pas d'argent, mais si vous voulez aller en Israël, on vous aidera. Bon, donc c'est une façon de se débarrasser un peu des pauvres et de peupler Israël. Mais en fait, l'élite ne part jamais. Il faut relativiser les chiffres de gens qui partent. C'est-à-dire, sur une population juive estimée à 500 000, il y a peut-être 2 000 qui partent dans l'année. Ce qui n'est pas, enfin, à la limite, malgré toute la propagande qu'on fait, il y a des bourses pour les jeunes, on paye des voyages, on paye des années d'études, etc. Il n'y a pas, franchement, enfin, il n'y en a pas beaucoup. On ne connaît pas le chiffre de gens qu'on appelle, qui descendent. Ça veut dire qu'ils quittent Israël, parce qu'ils gardent la nationalité française. Donc, finalement, je crois qu'il y a un fond d'idéologie, des gens qui vivent dans les banlieues, qui sont un peu dans les banlieues des grandes villes, qui ont un peu de mal à vivre, mal d'adaptation. Ce sont des gens qui viennent d'Afrique du Nord en général, ils n'ont pas une situation mirobolante, et donc ils se disent, bon, après tout, on fait miroiter pas mal un certain idéal d'Israël, un mythe israélien, mais je pense que beaucoup sont assez déçus vis-à-vis de la... Et en même temps, ça ne touche pas grand monde, finalement. Pour moi, 2000, 3000 personnes, ce n'est pas non plus un chiffre exorbitant. Voilà. Et vous-même, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas... que vous avez entamé tout ce processus critique vis-à-vis de l'État d'Israël? Ça part de très loin, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste clandestin au Maroc pendant 3-4 ans. Donc j'étais, on peut dire, enfin, une espèce de saillant sans le savoir. Donc j'ai participé à l'activisme sioniste, j'avais 16 ans. Je n'étais pas du tout mûr politiquement, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai failli partir en Israël en principe. Enfin bon, il y a eu des circonstances qui ont fait que je ne suis pas parti. Et le fait de ne pas être parti, les sionistes m'ont fait un sale coup. Déjà, donc à l'époque, à 20 ans, ils m'ont fait un sale coup. Vous savez, pour me punir de ne pas être parti, donc de donner le mauvais exemple. Donc déjà, moi j'ai commencé à me poser des questions sur leur méthode. Et donc je commençais à revoir ce que j'ai vécu. C'est comme quelqu'un qui était dans une secte et qui quitte la secte et qui se dit, mon Dieu, voilà ce que j'ai vécu. Et donc j'ai revu un peu toute leur méthode. Et puis la critique, petit à petit, s'est affinée. C'est-à-dire que, voilà, c'était la première fois, c'était une critique un peu spontanée, un peu personnelle, un peu subjective. Et puis je suis allé en Israël et j'ai vu dans quelles conditions les Juifs marocains ont été emmenés. Dans quelles conditions ils étaient objets de racisme. Et ça, c'était manifeste. Je veux dire, même les Israéliens ashkénazes le reconnaissent. Ils sont excusés officiellement pour le mal qu'ils leur ont fait, etc. Donc j'ai vu ce racisme, j'ai vu l'ostracisme, j'ai eu des Juifs parqués qu'on envoyait dans des villes de développement, et qui étaient maintenus comme dans des banlieues, voilà. C'est-à-dire, et en fait, c'est tout un travail de réflexion, de lecture, d'analyse, qui a fait que mon antisionisme est venu relativement tard. Bon, disons, il y a à peu près, mettons, il date de 15-20 ans. Mais il se renforce de plus en plus par l'analyse, par la lecture, par les blogs, par mes romans, etc. Donc c'était une évolution lente, mais profonde.
Et comment cela a-t-il été reçu par votre famille, par vos proches, par les gens de votre communauté? Très mal. Bon, c'est-à-dire que jusqu'à ce que je publie, avant la publication du Printemps des Sayanim, et avant que j'aille sur Facebook, avant que je fasse des vidéos, ça allait. Bon, parce que les gens me prenaient pour un extravagant, voilà. Bon, un loup blanc, un mouton noir, etc. Bon, on se marrait, voilà. Mais, et là, ça devenait sérieux. Et donc, en fait, il y a même un ami, enfin, on peut appeler ça un ami juif de Meknes, il m'a dit un jour, Jacob, dis-moi, tu n'es pas un peu dérangé? Tu es sûr que ça va psychologiquement? Parce que pour lui, on peut être que fou. Un juif qui critique Israël, il peut être que cinglé. Voilà. En fait, c'est un peu les méthodes soviétiques, enfin, et j'ai vraiment de plus en plus de mal avec mes amis, avec ma famille. Avec la famille, voilà, ça va très mal, parce qu'ils ne comprennent pas comment dire, que je me mette avec l'ennemi. Ils voient ça comme ça. C'est-à-dire, pour eux, ils n'analysent pas le phénomène de l'occupation, de l'expulsion, du nettoyage ethnique. Ils ne s'attardent pas sur ces questions-là. De toutes les façons, la propagande leur a lavé le cerveau. C'est-à-dire, pour eux, ils sont dans leur bon droit, ils ne font rien de mal, ils sont les meilleurs, ils sont les gentils. Les Arabes sont les méchants, enfin c'est un peu comme les cow-boys et les Indiens, etc. Et donc quand ils vont sur mes pages Facebook, ils voient mes vidéos, ils voient tout ça, c'est l'horreur. Voilà. Pour eux, c'est... Enfin je ne sais pas, je dois être perdu, ou pris par le Satan. Est-ce qu'ils vous considèrent encore comme juif? Non, alors ça dépend qui. Vous savez que la LDJ, par exemple, c'est très amusant, après ma première agression, ou la deuxième, avait écrit à Manuel Valls, lui disant que un certain Jacob Cohen qui se prétend juif, donc ils mettent en question. Ou bien par exemple, je reçois des mails me disant, s'il vous plaît monsieur, changez de nom. Ou bien reprenez votre vrai nom, parce que vous ne pouvez pas vous appeler Cohen, c'est pas possible. Donc bien sûr, ils auraient voulu que je ne sois plus juif, ça les arrangerait. Bon, la famille ne peut pas me remettre en question, parce que, bon, on vient du même tronc, enfin, on a les mêmes racines, donc c'est pas ça, non. Par contre, les gens, les amis un peu, mais surtout les gens que je connais pas, enfin, eux, ils sont vraiment dérangés que je sois juif, et ils se posent des questions, vraiment. Ou alors, on a recours à cette vieille expression du juif qui a la haine de soi. Voilà. C'est-à-dire le juif qui ne s'aime pas, qui se déteste, voilà, une explication. Qui a intériorisé l'antisémitisme, voilà, des autres. Voilà, un peu bidon, du genre j'ai honte d'être juif, donc je deviens antisémite. Enfin, et, bon, tout ça est fait pour impressionner, pour faire pression sur les juifs qui osent sortir du... Parce que, au fond, il faut voir ça comme une espèce de terrorisme intellectuel. Il y a des gens qui voudraient bien sortir du schéma, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas aller contre le courant, ils n'osent pas affronter la vision des autres, ils n'osent pas affronter les contradictions des autres, ils n'osent pas affronter le mépris, les insultes, parce que bon, je me fais insulter aussi, ou bien l'incompréhension. Par exemple, j'ai reçu des lettres de gens de Meknes qui m'ont connu comme un petit gamin, enfin, tranquille, j'étais pas... ils s'étonnent que je prenne ce chemin. Notamment un cousin qui me dit, mais c'est pas possible, mon père se retournerait dans sa tombe, enfin bon, etc. Il fait appel à toutes sortes d'arguments. Et à aucun moment, il ne pose la vraie question. Est-ce que, c'est-à-dire la politique israélienne, la politique sioniste, la politique de l'occupation, etc. C'est pas ça. C'est-à-dire, on fait partie de la tribu, comment ça se fait qu'on sort de la tribu? Mais au final, c'est la question que l'on va poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment être juif et antisioniste? Ah ben évidemment. Mais de tout temps, il y a eu, enfin je veux dire depuis un siècle, il y a eu des... Tout à l'heure dans la conférence, j'ai cité il y avait des débats dans le Yishuv, c'est-à-dire la population juive de Palestine, en 1920-30, et il y avait des grandes personnalités juives, enfin sionistes si on peut dire, et qui s'opposaient à la création d'un État juif, c'est-à-dire qui étaient contre l'implantation de cette idéologie sioniste, parce qu'ils avaient peur des répercussions futures, des guerres, des tensions, etc.
Et donc, pourquoi on peut être d'abord juif, athée et antisioniste, on peut être juif religieux et antisioniste, et il y en a beaucoup. Et donc, pourquoi? Parce que le sionisme est une idéologie politique, alors que le judaïsme, c'est de naissance. On est dans une famille juive, donc on est juif. Il y a pas, après, on peut être athée, on peut être croyant, on peut être pratiquant, etc. Mais le fait d'être juif, je suis né avec. Bon, maintenant, ma position par rapport au sionisme, c'est une position politique. C'est-à-dire, je suis contre cette idée que les juifs n'auraient plus de problème s'ils ont un État. En fait, c'est ça l'idée du sionisme. Parce que je pense quand même d'abord que cet État ne peut se créer que qu'en commettant d'autres crimes contre l'humanité, etc., des crimes de guerre, et en même temps, c'est une source de conflits et de tensions futures, indéfinies. Et c'est pour ça que je suis antisioniste. Et je ne vois pas du tout la contradiction. On peut tout à fait être juif et antisioniste. Donc vous ne croyez pas que le sionisme est l'aboutissement naturel des espérances juives d'une certaine manière? Parce que oui. L'an prochain à Jérusalem, oui, on se le répète depuis l'Antiquité dans les communautés juives. Oui, mais je l'ai vécu. Enfin, le fait d'errer sans cesse, d'être... Non, mais je l'ai vécu. Par exemple, prenons les Juifs du Maroc. Bon, les Juifs du Maroc croyaient sincèrement, l'an prochain à Jérusalem, ils l'auraient cité, mais ils n'avaient pas du tout la vision sioniste. C'est-à-dire une vision athée, c'est-à-dire la vision nationale, la réalisation nationale, la création d'un État athée. Et c'était pas ça du tout qui était dans le... Quand ils disaient l'an prochain à Jérusalem, ça veut dire qu'ils attendaient le Messie. Ça n'a rien à voir avec le sionisme. Le Messie, c'est une évolution divine qui apporte la paix, la prospérité. On dit à ce moment-là, lorsque le Messie viendra, les épées se transformeront en socs de charrue et le lion s'abreuvera en même temps que la brebis. Donc c'est vraiment un message de paix, de fraternité. Et c'est pas ça du tout, le sionisme. D'ailleurs, en tant qu'idéologie, le sionisme a été très mal reçu dans les communautés juives jusqu'en 1948, notamment au Maroc, par exemple, et chez les religieux. Et on dit aussi que toutes les nations apporteront leur richesse d'elles-mêmes à Israël aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas une promesse déjà de puissance sur les autres Non, ça c'est une évolution, et comment dire, Parce que dans la Bible, c'est déjà ces promesses-là aussi. Non, dans la Bible, il y a une promesse d'un territoire. D'accord, bon, voilà, et le Dieu a donné à Abraham, enfin il lui a promis une terre, d'accord. Mais il y a la promesse de la victoire sur les autres peuples. Évidemment, alors, quand on prend une terre, ça veut dire qu'il faut la prendre quand même. Ouais. Parce que cette terre, quand elle leur a été donnée, enfin, si on suit la Bible, ils n'ont pas reçu en paquet cadeau. Il a fallu rentrer, Josué a fallu rentrer dans les territoires et mener des guerres. Voilà. Donc déjà, c'était un acte de combat. Et là, il fallait s'affirmer. Mais ce n'était pas un cadeau bien ficelé pour toujours. C'était une période, la période où il y a eu une souveraineté juive en Palestine. C'était des périodes très troublées aussi. D'abord, il y a eu deux États à un moment donné. Il y a eu le royaume de Juda et le royaume de Jérusalem, d'Israël. Donc, c'est pas quelque chose de féerique. Enfin, c'était des tensions, c'était des guerres entre les tribus, et donc ça ne veut pas dire que le fait de donner une terre, qu'il va y avoir une reconnaissance éternelle. Ça, c'est peut-être un mythe qu'on crée, et qui est répercuté aussi d'ailleurs. Il y a certains penseurs juifs qui pensent que finalement le monde entier va reconnaître la souveraineté de Jérusalem, etc. Bon, mais ça... Il y a même des gens comme Jacques Attali qui disent que dans le cadre d'un gouvernement mondial, Jérusalem sera la capitale naturelle. Il est possible. Alors, il est possible que l'évolution, comme je l'ai dit dans un documentaire sur l'oligarchie et le sionisme, ça c'est une évolution récente. C'est-à-dire qu'il est possible que aujourd'hui, enfin depuis quelques années, il y a une espèce de messianisme nouveau qui est en train de saisir la communauté sioniste qui dirige Israël, et qui se croit, tellement il est pétri d'arrogance, d'impudence, et se croit tout permis, qu'il s'imagine
que finalement, ils peuvent tout obtenir, annexer tous les territoires qu'ils veulent et faire de Jérusalem une capitale mondiale qui sera reconnue par le monde entier. Bon, mais ça, c'est des rêves de grandeur démesurés. Je veux dire, après tout, vu ce que les sionistes ont fait depuis 160 ans et continuent de faire, ils peuvent rêver à ça. Ils rêvent de troisième temple. Oui. Mais après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire, tant qu'à faire, ils peuvent rêver. C'est pas, rien n'empêche de rêver, mais ça montre, à mon avis, ce genre de rêve, ou ce genre de puissance fantasmée, ça montre à quel point ils sont arrivés à une méconnaissance de la réalité. Ça veut dire qu'ils se croient absolument tout permis. Et malheureusement, le monde entier le monde entier, l'Europe et l'Amérique, et le monde arabe se sont laissés faire. Ils laissent faire. Donc ils donnent l'illusion ou l'impression à Israël qu'ils peuvent tout faire. Et puis pourquoi pas, après tout, l'appétit vient en mangeant. Et donc ils se rêvent déjà en grande puissance, en puissance régionale, où les gens viendraient manger dans leurs mains. Et comment est-ce qu'on a pu passer en fait au départ, le sionisme c'était presque l'inverse, c'était une idéologie soit nationaliste, soit laïque, qui prenait même, qui avait un certain mépris pour les religieux et qui voulait justement par la force obtenir ces choses-là. Et comment est-ce qu'on est arrivé à quelque chose qui devient totalement religieux et messianique? Alors, d'abord, il y a un phénomène qu'on n'a pas prévu, auquel Ben Gurion n'a pas prévu. C'est qu'il y avait peut-être 2 ou 3% des religieux, et on leur a donné tellement d'avantages, etc., qu'ils sont devenus 15 à 20% du point de vue de la population. D'abord parce qu'ils font 10 ou 12 enfants, 15 enfants. Et puis, donc c'est un phénomène, ça va exponentiellement. Donc déjà, il y a le phénomène religieux qui prend de plus en plus de l'importance. La conquête de la Cisjordanie a transformer le sionisme. C'est-à-dire, à un moment donné, Zeev Sternel, qui est un historien sioniste, qui est un spécialiste de l'histoire de France, de droite radicale. Il avait très bien analysé la situation en 1967. Même la gauche israélienne a cru que c'était le miracle de Dieu. C'est-à-dire, c'est finalement, parce qu'en fait, la Cisjordanie, c'est la vraie terre historique des Juifs. C'est pas Tel Aviv. Donc, en fait, ils ont tout à coup, ils se sont dit, Dieu nous a donné notre vraie terre. Et là, il y a eu un bouleversement d'ordre messianique, que même la gauche est tombée dedans. Et non seulement l'occupation a un caractère militaire, économique, mais elle a ce caractère messianique, mystique, qu'on ne voit peut-être pas en dehors d'Israël, mais qui est terriblement ancré maintenant dans les esprits et les cerveaux d'Israéliens. Et donc, finalement, ce sionisme qui était laïque, progressiste et qui voulait se concentrer sur un petit État est devenu, par la grâce de l'occupation et de la colonisation, une espèce d'aventure messianique. Et c'est ce qui donne aujourd'hui à cet État cet aspect d'État théocratique, mystique. Parce que même les les partis de droite laïque ont ce côté mystique. Et la société israélienne, comme je l'ai dit dans la conférence, elle développe de plus en plus ce côté mystique. Le pouvoir des rabbins qui deviennent des gourous, les pèlerinages qui se développent, etc. Les miracles dont je n'ai pas parlé, mais quand vous voyez, on fait des prières pour la pluie, par exemple. Est-ce que vous imaginez le président de la République en France dire on va faire une prière pour que tombe la pluie? Enfin bon, donc il y a tout ce côté, mais on voit de plus en plus de gens avec la kippa sur la tête, etc. Donc tous ces aspects ont rendu Israël, on lui donne cette empreinte vraiment religieuse, comment dire, mystico-religieuse, fanatique aussi. Et malheureusement, ça ne va pas dans le sens d'une ouverture et d'une solution pacifique. Et est-ce qu'on ne peut pas tracer un parallèle avec parallèlement la déchristianisation de l'Occident, par exemple? Et est-ce que ce n'est pas justement finalement partie d'un projet global qui est
on va dire, déchristianiser ou désislamiser les sociétés des goïms, et soi-même redevenir religieux et avoir une puissance que les autres n'auront plus, les autres sont noyés dans le matérialisme, et nous, on a quelque chose de supérieur. Non, je crois que ce n'était pas prévu. C'est-à-dire que ce n'était pas calculé, en fait. Moi, j'ai étudié le projet sioniste dans ses origines. Et je l'ai vécu, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, j'étais avec des gens qui venaient des Sayanim, enfin des agents qui venaient d'Israël et qui étaient des membres du kibbutz. Ils n'avaient pas du tout cet esprit-là. Au départ, vraiment, je pense qu'ils étaient mus par cet esprit comment dire, politique, mais laïque. Ils n'avaient pas du tout cet aspect n'est venu que vraiment par la suite, en fait. C'est-à-dire, il est venu vraiment à partir des années 70. À mon avis, il est venu avec l'occupation, avec la colonisation, avec la découverte de Naplouse, qu'ils appellent Shrem, avec Hebron, pour lequel il devient cinglé, les tombeaux des patriarches. Enfin, il faut voir à quel point en Israël ça devient des éléments terriblement mystiques, prenants. Et donc ça, c'était pas du tout dans le projet sioniste. À mon avis, c'est venu petit à petit. D'ailleurs, même des sionistes historiques, disons, se demandent, mais comment on en est arrivé là? Et ils se disent, mais c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Déjà à son époque, Theodor Herzl avait été surpris par justement en fait, les Juifs de Russie, qui étaient beaucoup plus religieux, beaucoup plus messianiques. Et déjà à son époque, il avait dit, oula, on risque de se retrouver quand même avec des gens qui posent problème. Donc est-ce qu'il n'y a pas, dès le départ, quand même, quelque chose comme ça aussi, c'est une partie peut-être laïque, nationaliste, et puis d'autres qui dès le départ étaient dans quelque chose de plus... Non, parce que je vois ce que vous voulez dire. Non, parce que les religieux, ceux qui allaient en Palestine, il y avait toujours eu des gens qui allaient en Palestine à titre individuel, en petits groupes, toujours, ces mouvements-là ne sont jamais arrêtés. Mais ils allaient vraiment pas dans un but national. Ils allaient parce que Jérusalem, pour mourir là-bas, avoir l'honneur des lamentations, faire prier, etc. Voilà, c'était vraiment une question religieuse, mais elle n'avait pas du tout un aspect national. Et donc, ce dont Herzl se méfiait, ce n'était pas les religieux, c'était ces gens qui venaient avec leurs coutumes. Herzl était habillé, vous voyez les photos, comme un bourgeois, un grand bourgeois autrichien, etc., de Vienne. Et ils avaient en horreur ces juifs russes et polonais, pas nécessairement parce qu'ils étaient religieux, mais parce qu'ils leur rappelaient l'arriération à laquelle, à laquelle ils voulaient échapper. Et d'ailleurs, même les juifs français, quand ils voyaient arriver ces hordes dans les années 20 et 30, alors qu'eux, ils essayaient de s'assimiler, ils ne supportaient pas ces arrivées parce qu'ils remettaient en cause leur assimilation. Donc je ne crois pas que Herzl ait pensé à ces religieux-là en parlant des possibles immigrants en Israël. Et si le sionisme est juste au départ une idéologie politique qui maintenant a dérivé vers quelque chose de mystique, quel est l'aboutissement pour l'État d'Israël finalement de tout ça? Vers quoi on va aller? Vers une théocratie ouverte, C'est-à-dire que, comme tout projet colonial, il va aller au bout de sa logique coloniale. C'est-à-dire, un projet colonial, il ne peut pas se résorber. Ça veut dire, il ne peut pas admettre d'abord que c'est un projet colonial et se dire, bon, je vais partager je vais chercher une solution médiane, une solution juste et raisonnable pour que je puisse garder, mettons, 80% de mes gains. Israël, c'est comme un joueur de poker qui met toujours tapis. Il est obligé, c'est un régime colonial qui est obligé de continuer dans sa logique coloniale. Ça veut dire toujours plus de domination, toujours plus d'expansion. Il ne peut pas faire autrement. Ça, c'est dans la nature du régime colonial. D'abord parce qu'il est très fort militairement parlant, et deuxièmement, il méprise le coloniser, l'occuper. Et donc, il pense qu'il peut aller encore au-delà.
Et donc il ne cherche pas du tout, il ne cherchera jamais une solution qui sauve la face, qui apportera aux Palestiniens, qui leur donnera un petit peu de souveraineté, et lui il gardera il veut tout. Et c'est ce tout qui le perdra. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même l'autorité palestinienne, elle ne pourra plus tenir. Dans 1 an ou dans 10 ans, elle s'effondrera. Fatalement, d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Israël redeviendra un occupant, parce que il faut bien s'occuper de la Cisjordanie, il faut l'occuper d'une façon ou d'une autre. Et ça deviendra intenable. C'est-à-dire, déjà aujourd'hui, il y a des mouvements de boycott qui commencent à se développer. Bon, c'est vrai par rapport aux colonies, mais c'est un début. Donc, le boycott d'Israël est en train de commencer de s'étendre. Et à un moment donné, probablement que les Israéliens ne supporteront pas d'être marginalisés, d'être boycottés. Et là, c'est la porte ouverte à l'aventure. Vous savez, les dirigeants sionistes, ils disposent de sous-marins nucléaires disposant d'une centaine d'ogives à tête multiple. Il y avait un responsable israélien. Et ils disent souvent, si on doit tomber, ben, le monde tombera avec nous. Donc ils sont vraiment dangereux. C'est des Frankenstein à qui on a donné la bombe. Mais l'humanité nous a habitués à tellement de conneries de sa part qu'on peut s'attendre à tout. Mais je ne suis pas très optimiste sur l'issue, parce qu'il y a tellement de haine qui s'est accumulée qu'il ne pourra jamais y avoir de réconciliation réelle. Ah oui. Et on entend souvent, de plus en plus, notamment dans les milieux un peu patriotiques, des juifs qui viennent nous expliquer que, en fait, eux, ils sont des nationalistes qui défendent leur identité et leur terre, au même titre que les Français auraient le droit de le faire, et des gens qui essayent de pénétrer un petit peu les milieux, on va se dire, nationaux en France. Bon, après, on peut même dire que publiquement, on a même des gens peut-être comme Finkielkraut ou même à Éric Zemmour, des gens des juifs qui en fait maintenant, via, on va dire, le patriotisme français, essayent aussi de réhabiliter en fait alors est-ce qu'ils se trompent sincèrement? Est-ce qu'ils jouent un jeu? Des gens qui nous disent que le sionisme serait le nationalisme des juifs, et juste ça. Ah mais il l'est. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce nationalisme est obligé, de par sa nature, de par l'histoire, de par la région dans laquelle il s'est installé. Il ne s'est pas installé au Birobidjan, enfin, il s'est installé au sein du monde arabe, donc comme une épine au sein du monde arabe. Pour survivre, il s'est allié à l'impérialisme occidental. Donc il a servi de chien de garde. Et donc il a rempli ce rôle, il le remplit très bien. Donc ce nationalisme, s'il est, à la limite, on peut dire, très bien, on vous accorde le nationalisme. De Gaulle l'avait dit en 1967. Il l'avait dit en novembre 1967. Donc il était vraiment, c'était prémonitoire. Il avait dit, si les Israéliens s'étaient contentés, parce qu'au départ, ils ont dit, on veut un petit bout de terre. Pourquoi pas? Très bien. Et pourquoi vous ne vous limitez pas à ce bout de terre? C'est ça le problème, en fait. C'est ce qu'il faut répondre à ceux qui disent le patriotisme. Parce que, très bien, un bout de terre, voilà. Et pourquoi Israël n'a jamais dit, voilà les frontières que je voudrais, voilà le genre d'État que je voudrais, voilà le genre... Non, c'est toujours c'est toujours l'aventure, l'expansion. Sharon avait dit, la guerre de 48 n'est pas finie. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va s'arrêter. Et il orne, c'est évident, il orne vers l'autre rive du Jourdain. C'est-à-dire prendre une partie du Jourdain, éventuellement chasser les Palestiniens. Donc, ils n'ont jamais perdu espoir de s'agrandir. Et c'est ça le ver est dans le fruit. Ça veut dire que c'est un nationalisme de conquête, de domination. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas exister, longtemps, c'est-à-dire en termes historiques, longtemps, ça veut dire 50 ans ou 100 ans. C'est impossible. Parce que le monde arabe, il est debout contre, même si aujourd'hui il y a des régimes qui supportent, parce qu'ils sont soumis, etc., etc. Mais à un moment donné, moi je le sais, les peuples arabes sont viscéralement anti-israéliens. Je veux dire, c'est terrible, du Maroc jusqu'au Golfe, etc. Donc aujourd'hui, ils sont soumis. Mais combien de temps ça peut durer? Donc c'est un nationalisme qui est pourri, c'est-à-dire qui a les graines de la domination. C'est pas un nationalisme pacifique. Ça, à la limite, s'il s'était dit, bon voilà, donnez-nous un petit bout de terre,
et puis on va coopérer avec la... Non, il veut dominer, voilà. C'est-à-dire il impose sa volonté, il impose sa pax israélana à toute la région. Voilà. Il dit l'Irak n'a pas le droit de disposer d'une bombe atomique. Donc quand il ouvre une centrale nucléaire, il la bombarde, alors que c'est une centrale tout à fait pacifique. De quel droit? Enfin, c'est ça c'est-à-dire qu'il impose sa loi. Voilà. C'est une loi judéo-israélienne ou judéo-sioniste, ce que vous voulez. Et c'est ça qui est insupportable. C'est ça qui rend ce nationalisme, qui le pourrit, qui pourrit sa nature. Et qui le rend insupportable. Et parce que c'est un nationalisme, tout ce qu'il y a de plus militariste. L'espace vital, la domination, les peuples. Il faut voir le racisme qu'il y a en Israël par rapport aux peuples environnants. Enfin, je veux dire, quand un Ehud Barak dit Israël est une villa dans la jungle, ça veut tout dire. C'est-à-dire que, enfin, voilà, nous sommes les bons, les civilisés, et regardez autour de nous, enfin, c'est des singes. Je vous assure qu'en Israël, c'est ça l'image qu'on a du monde arabe. Donc, ça ne peut pas durer. Ça peut durer un temps, mais ça ne peut pas durer longtemps. Et vous-même, en termes d'identité, du coup, vous vous situez, vous vous considérez comme comment alors? Comme un juif français, un juif marocain ou Moi, j'ai une personnalité multiple. C'est-à-dire, je suis un peu juif, enfin, je suis né juif, je suis en partie marocain, je suis en partie français, je suis en partie canadien, parce que j'ai vécu au Canada, je suis un peu allemand, je suis anarchiste, je sais pas, je suis marxiste, non, pas bien, peut-être marxiste, enfin, donc j'ai une personnalité multiple. J'ai pas une définition unique. C'est-à-dire que du fait de mon histoire, c'est l'histoire qui a fait de moi, qui m'a donné cette personnalité multiple. J'ai pas choisi. Il y a des juifs marocains qui sont restés juifs marocains jusqu'à la fin de leur vie, voilà, parce qu'ils n'ont pas vécu autre chose. Moi, j'ai vécu des tas d'autres choses qui ont fait, qui ont enrichi ma personnalité, ou qui l'ont rendue multiple. Par exemple, il y a beaucoup de juifs marocains qui ne connaissent rien du Maroc. C'est un fait, hein, parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le Maroc à 23 ans, je ne connaissais rien du Maroc. Il a fallu que je retourne au Maroc, travailler pendant 10 ans à la fac, et j'ai réappris le Maroc. Enfin, je veux dire, les coutumes, etc., au point d'écrire des romans sur le Maroc. Donc, moi, je peux dire, avec une certaine fierté, pourquoi pas, que ma personnalité marocaine s'est enrichie. Et elle est assez originale, voilà. Comme un peu comme Abraham Sarfati. J'ai une personnalité arabe aussi, parce que je me sens arabe. C'est-à-dire, j'ai une part arabe. Je m'identifie au monde arabe. Donc, je ne me limite pas, je ne crois pas pouvoir me limiter à une partie, à une définition qui serait limitative, qui me limiterait. Parce que je suis un peu tout ça. Voilà, et donc je vis en fonction peut-être des moments aussi. Il y a des moments où je suis peut-être plus juif, ou des moments où je suis plus... Mais je me sens français puisque je suis français, je me sens marocain aussi, enfin, je sens en moi cette multiplicité qui s'harmonise, hein, c'est pas, parce qu'elle n'est pas contradictoire, après tout... C'est pas de la schizophrénie. Pardon? C'est pas de la schizophrénie. Oui, c'est l'histoire qui a fait de moi ce que je suis. Et donc j'assume, voilà en fait. J'assume cette richesse, voilà, c'est tout. Et comment se fait-il, selon vous, que souvent, dans le judaïsme, on a eu toujours cette oscillation entre soit des juifs qui allaient vers l'universel ou l'universalisme le plus total, comme les premiers communistes, souvent, et à l'inverse, d'autres qui vont justement vers l'identitarisme ou le racialisme le plus dur. Et on a souvent cette oscillation, voire au cours d'une vie, certains qui passent de l'un à l'autre. Tout à fait. Mais par exemple, moi, j'aurais pu devenir rabbin. J'étais destiné à devenir rabbin. Donc, mais ça, c'est l'histoire des individus. C'est-à-dire que le peuple juif a une histoire. Une histoire de minorité, avec ses particularités. Bon, on ne peut pas revenir là-dessus comme ça très vite. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, les Juifs, à chaque fois qu'on leur a donné la possibilité de s'intégrer dans les sociétés environnantes, l'ont fait volontiers, très volontiers. Comment dire, c'est historique. Voilà. Bon. Il se trouve qu'il y a eu toujours aussi des catégories de population parmi les Juifs qui ont résisté à cette intégration.
dire, qui ont dit non, on a envie de garder notre personnalité. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas contradictoire en fait. Enfin, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui vivent la même histoire. Par exemple, moi je peux très bien m'imaginer le ghetto de Meknès, dans la ville dans laquelle j'ai vécu, j'ai grandi. Et puis, il y a eu toutes sortes de gens. On a reçu la même éducation, on a été à la même école. Eh bien, certains sont allés en Israël, sont devenus ministres. Voilà, par exemple, je pense à David Lévy. D'autres sont allés au Canada, sont devenus universitaires. D'autres se sont assimilés, se sont mariés avec des non-juifs ou des non-juifs, etc. D'autres sont devenus antisionistes, suivez mon regard. Donc, c'est la vie qui fait ça. La vie, elle offre, le peuple juif a cette possibilité, ou cette capacité, ou cette particularité plutôt, d'être réceptif au changement du monde. Voilà, c'est-à-dire, mettons, prenons un Français qui vit à Limoges, il vit bien, voilà, il est tranquille, il a une histoire. Le juif marocain, de Meknès par exemple, nous, on n'était pas contents d'être là. Enfin, on n'était pas contents. C'est-à-dire, on nous a donné une culture française et notre rêve était d'aller à Paris. Donc, on a semé en nous la graine du large, la graine de l'ouverture. Et à ce moment-là, ben, il y a des gens, des juifs du Maroc, on avait la même histoire. Certains sont partis au Brésil, d'autres à Los Angeles, d'autres en Israël, etc. Et parce que les juifs, en général, vivant dans des minorités, je ne dirais pas instables, mais disons des minorités où l'avenir n'est pas tout tracé, où l'avenir n'est pas défini, où l'avenir n'est pas sécure. Et à ce moment-là, on cherche des solutions de rechange. Voilà. Et le Maroc n'offrait pas aux Juifs une solution sécure, une solution de sécurité. Les Juifs au Maroc, malheureusement, je n'aurai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais Abraham Serfati l'a fait très bien dans un livre, c'est qu'on ne leur a pas offert, par exemple, pour dire les Juifs du Maroc, les Juifs de France, par exemple, quand ils sont là depuis 2 ou 3 générations, ça y est, pour la majorité d'entre eux, ils ne bougent plus. Les Juifs américains, ils ne bougent plus, parce qu'ils ont trouvé une histoire, ils ont trouvé un territoire, ils ont trouvé une société qui les a acceptés. Et ils se sont fondus dans cette société, dans la majorité, bien sûr. Mais les Juifs du Maroc, ils ont ceci de particulier, dans le cas des pays arabes, que c'était une communauté qui assistait à l'éclosion d'événements mondiaux, c'est-à-dire la décolonisation, la fin du protectorat, la coexistence avec les Arabes, la création d'Israël, etc. Et tout ça a fait, moi je me souviens de ce bouillonnement de cette jeunesse dans les années 50 et 60, c'était, on avait envie de connaître le monde. On avait envie de devenir, enfin, je sais pas, des ingénieurs, des médecins, des trucs. Mais à Paris, à Londres, à New York, on avait envie de casser la baraque. Voilà. Et ça, c'est notre histoire. C'est mon histoire. Alors que maintenant, les Juifs ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes. Non, c'est faux. Parce que, non, on a tendance à prendre... Non, c'est faux. Parce que, même en France, il y a une partie qui se replie, mais une partie qui disparaît dans la nature. Et c'est ça qu'il faut voir. En fait, oui, pardon. Est-ce que cette partie qui disparaît, oui, elle n'est pas constamment... en fait, est-ce qu'il n'y a pas une minorité qui instrumentalise l'antisémitisme pour justement rameuter cette partie qui risque de disparaître, voire de s'assimiler, et pour justement resserrer il y a toujours, malheureusement, voilà, à partir du moment où on introduit dans la problématique juive, à partir du moment où on introduit la graine, le grain, fallacieux du sionisme, c'est-à-dire une solution fallacieuse. À ce moment-là, tout est possible. C'est-à-dire toutes les manœuvres, toutes les manipulations deviennent possibles. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, les dirigeants des nations juives voient l'avenir des populations juives à travers le prisme d'Israël, à travers le prisme du sionisme. Et c'est ça qui pose problème. C'est pas quelque chose qui est naturel au peuple juif. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est inhérent à la nature du juif dans son histoire. C'est quelque chose qui est nouveau.
C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le sionisme est venu polluer la situation du juif. Alors évidemment, il y a certains qui vont se laisser prendre, malheureusement, voilà. Et certains qui vont utiliser pour créer l'antisémitisme, favoriser, etc., etc. Mais pour beaucoup d'autres, ils échapperont à cette logique-là. C'est-à-dire ceux qui disparaissent dans la nature, ils échappent à cette logique-là. Alors, est-ce que, par exemple, vous n'avez jamais été tenté par le christianisme, vu qu'à un moment donné dans l'histoire du judaïsme, Oui. précisément, c'est ce qui se passe, une grande partie des juifs décident de quitter, en fait, Et c'est vrai, vous savez qu'au Maroc, il y a des grandes familles fassis, c'est-à-dire l'aristocratie musulmane, les fassis. C'était des juifs convertis au XVIIIe siècle. Donc, ce n'est pas la première fois que des juifs se convertissent. Si les juifs n'étaient pas convertis, ils ne seraient pas aujourd'hui 12 millions, 14 millions, ils seraient 150 millions. Donc, il y a eu énormément de tout temps. C'est pour ça que je dis, les juifs, à chaque fois qu'on leur a donné la possibilité de s'intégrer, de s'assimiler, de se dissoudre, ils l'ont fait. Bon, pour beaucoup, bien sûr. Après, il y a toujours des minorités qui tenaient à leurs habitudes, à leurs lois, etc. Quant à moi, personnellement, je suis athée, donc je ne vois pas pourquoi je me dirigerais vers une autre religion. Pour garder, parce que le christianisme permet de garder l'historique passé de l'Ancien Testament et de passer dans l'universel, en fait. Mais si on est croyant, après, Mais c'est sûr. voilà, moi je me sens universel. Oui, mais si vous êtes athée, Oui. en fait, nous, souvent, ce qu'on a du mal à comprendre, Oui. les non-juifs, c'est comment on fait être juif et athée, en fait. Non, parce que le judaïsme n'est pas seulement une religion, c'est là où on se trompe, c'est pas comme être catholique. Un catholique, être catholique, c'est un comportement religieux, ou une croyance, etc., une pratique. Bien. Être juif, ça va au-delà de la religion. C'est-à-dire, parce que c'est l'histoire qui a fait ça, c'est pas particulier à la religion juive, c'est l'histoire qui a fait ça. C'est, par exemple, c'est l'histoire de minorités, l'histoire de communautés soudées qui ont vécu une histoire commune, des événements, une culture. Il y a une culture juive, il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire que les séfarades sont différents des ashkénazes, bien sûr, c'est évident. Mais il y a une culture, il y a une tradition. Je veux dire, par exemple, au Maroc, on avait une musique juive. On avait des bijoutiers qui faisaient des bijoux juifs. Enfin, je veux dire, qui avaient des caractéristiques. Oui, oui, oui. Donc, le juif n'est pas seulement une religion. C'est ce qu'on a retiré. C'est-à-dire, moi, par exemple, disons, puisque la question se pose pour moi, par rapport à d'autres, j'ai reçu une culture juive très solide, très profonde. C'est-à-dire, j'ai étudié les textes. Donc j'ai reçu une culture historique, une culture religieuse, liturgique, très très costaud. Bon, et donc je l'ai en moi. Je vais pas, enfin, il n'est pas question de m'en débarrasser, je l'ai en moi. Et donc, même si je ne crois plus, parce que j'ai cru évidemment, bien sûr, je suis venu d'un milieu religieux, même si je ne crois plus, cette partie intellectuelle, si on veut, ou sociologique, même sociologique, ne peut pas disparaître. Elle est là. Elle est là parce que elle fait partie de moi. Et en même temps, elle fait référence à des choses en moi, par exemple à des fêtes. Il y a des fêtes qui sont, voilà, typiquement juives. Donc, même si je ne suis pas religieux, ces fêtes-là me touchent. Voilà, il y a des livres qui me touchent, il y a des auteurs qui me touchent, il y a des dialectiques qui me touchent, il y a des... Donc c'est la culture juive, en fait. Oui, oui, c'est ça qui fait le fait d'être juif. C'est pas seulement la religion, c'est pour ça qu'on peut être... Enfin, en tout cas, par contre, moi je connais des juifs athées qui ne sont pas juifs du tout. C'est-à-dire que... Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés dans un milieu juif, ils n'ont aucune culture juive, et donc, chez eux, c'est pour ça que je dis, le juif, c'est très divers. Et c'est pas vraiment, voilà, bon, c'est pas... Donc, chez eux, par exemple, je connais des personnes, chez eux, la partie juive, enfin, la dimension juive est inexistante. Donc, voilà, c'est fini. Eux, ils ont, comment dire,
à la limite, peut-être il se dit juif comme ça par... Ouais. voilà. Mais c'est fini, ils n'ont plus cette dimension. Par contre, moi je l'ai. Et j'ai hérité, j'ai grandi avec. Parce que j'ai grandi dans un ghetto. Enfin, il faut voir ce que c'est le ghetto. Et donc, ce sont des choses qui ne disparaîtront pas, enfin, qui disparaîtront avec. Enfin, quand je disparaîtrai. Que je ne transmettrai pas, par exemple. Ah voilà. Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce que j'ai, moi. Pourquoi vous ne le transmettrez pas? Parce que c'est impossible. Parce qu'il aurait fallu. Parce que j'ai 2 filles. Je ne peux pas leur transmettre. Pourquoi? Parce que je ne leur transmettrai que 5% de mon identité juive, enfin de ma nature juive. Pourquoi? Parce que toute cette culture, tout cet environnement, il a disparu. Il a disparu. Je ne le fais plus. Moi, je ne fais plus les fêtes. Je ne fais plus le Shabbat, je ne fais plus ceci, etc. Donc, il va disparaître. Donc, en fait, chez moi, c'est particulier parce que, historiquement parlant, j'ai été façonné de cette façon-là. Mais ce n'est pas une règle universelle. C'est-à-dire que mes enfants n'auront pas cette identité-là, voilà, cette nature-là, parce qu'elles n'auront pas vécu ce que j'ai vécu. Parce que je ne peux pas leur offrir ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu certaines choses, mais je ne peux pas le leur transmettre parce que je ne les vis plus. Oui. Les conditions sociologiques existent voilà. plus. Alors que, voilà, moi je vis différemment. Et pour le juif qui voudrait transmettre sa culture et sa tradition, comment est-ce qu'il peut le faire en dehors de l'obsidionalité sioniste, d'une certaine manière? Ah, mais il y a plusieurs manières. Mais prenons par exemple des juifs qui vivent au Canada. Alors, moi, j'ai vécu au Canada pendant 6 ans. Il y a beaucoup de juifs marocains qui vivent au Canada. Bon. Il y a des juifs marocains et des juifs ashkénazes, c'est-à-dire américains, enfin anglophones. Mais ils vivent très bien leur judaïsme, enfin, mais en fonction, enfin, je veux dire, mais de façon très variée, très variable, mais sans lien avec Israël. Enfin, je veux dire, il y a certains qui sont un peu religieux, vous connaissez la formule, le juif de Kippour, c'est-à-dire, voilà, le juif qui va seulement le jour de Kippour. Bon, il y a toutes sortes de juifs, c'est-à-dire, il y a, comme il y a des lois infinies, respecter les lois quand on est en religieux, chez le juif, c'est une jungle, enfin, c'est démentiel. Donc il y a diverses manières, d'être juif. Et donc ces juifs, par exemple du Canada, mais ils vivaient, moi j'ai connu des familles qui vivaient leur judaïsme tranquillement, sereinement, à leur manière, mais sans rien avoir avec Israël. C'est-à-dire que le sionisme, il est là, quelque part. Voilà. Mais il n'est pas question pour eux, encore une fois, le sionisme pour moi, être, comment dire, embarquer dans le sionisme, c'est réaliser l'idéal sioniste national. C'est pas aimer Israël comme ça, beaucoup de juifs ont une sympathie naturelle qui peut se comprendre, enfin pour des tas de raisons. Mais ils ne voient pas du tout, à aucun moment, ils ne se remettent en question. En tout cas, les gens que j'ai connus, ils ne se remettent pas du tout en question. Le sionisme, mais là, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est là, voilà, rapport Israël est là, voilà, mais sans plus. Est-ce que je peux vous poser une dernière question, peut-être? Dans votre trajet, vous avez été amené à rentrer dans la franc-maçonnerie. Oui. Et vous ne vous en cachez pas. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a amené à y rentrer et qu'est-ce qui vous a amené à en sortir? D'accord. Alors, et ce qui m'a amené à y entrer, c'est la curiosité. Voilà. Donc, enfin, la preuve, l'illustration, c'est que j'ai envoyé une candidature spontanée au Grand Orient. Et juste une question, vous étiez déjà athée d'une certaine manière? Oui. Et donc, je ne connaissais pas, malheureusement, vous savez, je raconte dans le Printemps des Sayanim, j'ai pris un personnage qui s'appelle Youssef El Kohen et qui est un peu mon double, et qui est, lui, c'est un Maghrébin, et qui réalise son rêve d'entrer au sein du Grand Orient de France, parce que pour lui, c'est le summum de l'intégration, organisation laïque, etc. Sauf qu'il ne savait pas qu'il y avait d'autres organisations maçonniques. Bon. Et donc, c'est un peu comme les partis politiques, il y en a plusieurs. Donc, au départ, je suis entré par curiosité. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vraiment de trucs précis comme ça. Et puis, ça m'a plu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de curieux. J'ai envie d'apprendre. Donc, j'ai visité, je me suis intéressé, je me suis impliqué. J'ai visité des tas
d'autres loges, dans d'autres obédiences, je me suis fait des amis, une vie sociale, etc. Et c'était une expérience très enrichissante. Alors pourquoi je suis parti? Pour des raisons, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Voilà, c'est que j'appartenais à une loge, et vous savez, les francs-maçons, ils ont des idéaux. Leur idéal, c'est comment dire, de s'améliorer, voilà, de s'améliorer soi-même pour améliorer la société. Donc en fait, c'est un travail sur soi pour devenir meilleur et donner l'exemple. Bien. Mais dans la vie courante, hélas, on a beau avoir des idéaux communistes ou autres, la réalité, elle ne suit pas toujours. Et donc, il y avait des tensions au sein de la loge. Voilà. Donc, voilà, je suis parti. Mais c'est à cause de ça uniquement. C'est pas... Enfin, voilà. Je ne serais pas parti sinon. C'est pas du tout pour des raisons idéologiques ou philosophiques. Oui. Quelle est selon vous la nature de la franc-maçonnerie? Parce qu'on parle souvent... De la franc-maçonnerie? Oui, on parle souvent alors, de judéo-maçonnerie par exemple. Non, ça c'est un argument que les antisémites ont développé, c'est-à-dire le complot judéo-maçonnique. Moi ce que j'ai vécu, enfin ce que j'ai vécu, je n'ai jamais vu un complot ni juif ni sioniste au sein de la franc-maçonnerie, personnellement en tout cas. Ouais. Ceci dit, je raconte dans le Printemps des Saïanim qu'il y a une loge judéo-sioniste au sein du Grand Orient de fait. Ouais. Mais c'est une loge sur 2000 loges ou 3000 loges. Donc voilà. Et donc, moi comment dire, il n'y avait pas de... j'ai vécu ça comme une expérience. Comment dire? C'était quoi la question déjà? Finalement, la nature de la oui. franc-maçonnerie. La nature de la franc-maçonnerie, c'est au départ, c'est au XVIIIe siècle, il faut se rappeler que c'était une organisation de gens éclairés, disons. Voilà. C'est-à-dire, à l'époque, c'était une partie de la noblesse, des philosophes, etc. Et la franc-maçonnerie, c'est une philosophie de la vie et des principes de fraternité, de solidarité et de réflexion. On apprend, de réflexion, de discussion, de discipline sur soi. Je crois que la franc-maçonnerie se résume à ça, essentiellement à ça. Et tout le reste, alors il peut y avoir comment dire, au sein de la franc-maçonnerie, pour moi 90% des francs-maçons poursuivent ce but-là. Bon. Maintenant, il y a des francs-maçons qui viennent et qui rentrent avec un esprit de se constituer en réseau. Oui. Donc, ils constituent des réseaux d'influence. Oui. Donc, d'échanges, je te donne ceci, tu me donnes cela, etc. Vous savez, dans n'importe quelle société humaine, si vous allez au Rotary, si vous rentrez à l'UNP, si vous rentrez au PS, vous trouverez cela aussi. Donc, ce n'est pas plus typique de la franc-maçonnerie que d'une autre organisation. Voilà. Vous ne croyez pas que c'est un peu on va dire la maison mère des réseaux de domination par Non, moi personnellement je ne crois pas. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, non. Voilà. Maintenant, qu'il y ait quelques tentatives d'influencer tel homme politique ou telle action politique ou de loin, oui. Mais de là à penser qu'il y a une espèce de grand maître, enfin c'est le cas de le dire, de grand maître qui tirerait les ficelles pour... Moi, personnellement, en toute honnêteté, c'est pas... Voilà. Je ne crois pas ce genre de raisonnement. Enfin, pour moi, c'est presque un peu des élucubrations. Voilà. Parce qu'on se fait... Oui, on fantasme beaucoup sur la franc-maçonnerie. Moi, par exemple, prenons un exemple personnel. On dit, les francs-maçons, vous dites, vous êtes franc-maçon, on t'ouvre les portes. C'est pas vrai. Moi, j'ai cherché un éditeur. J'ai cherché des journalistes pour parler de mes livres. Mon premier livre a été publié en l'an 2000. Mais j'ai jamais pu trouver. C'est pas vrai.
on m'a mis des bâtons dans les roues. C'est le sujet aussi. Pardon? Non, non, c'était des romans tout à fait classiques. C'est pas le Printemps des Sahénimes, a été publié qu'en 2010. Ah oui, oui, oui. Donc en fait, dans la franc-maçonnerie, il faut non seulement être franc-maçon, mais appartenir à des réseaux, rentrer dans les. Et tous les francs-maçons ne veulent pas entrer dans les réseaux. La majorité des francs-maçons sont des gens simples, qui ont envie d'être là 2 fois par mois, de faire un bon repas, un bon bulletin à la fin. D'ailleurs, à un moment donné, dans le Printemps des Sahénimes, j'ai dit finalement, la franc-maçonnerie s'est résumée à ça. À la fin, on fait de bonnes agaves. Voilà, on fait un bon bulletin. Et voilà, donc en fait, et après, on devient amis, on développe un réseau social. Et on est pris là-dedans et ça devient une espèce de routine. Voilà. Très bien. Merci Monsieur Cohen pour cette interview, puis à bientôt. À bientôt.